Bonjour, bienvenue à la prépa ISP. Préparation du concours de commissaire de police, épreuve de questions-réponses courtes, QRC en connaissance générale. La vidéo que je vais vous présenter est une correction des sujets d'Annales 2023. Donc je rappelle le principe de l'épreuve, c'est 3 questions à traiter en 1 heure. Évidemment, les éléments que je vous donnerai ont vocation à essayer de traiter le plus complètement possible la question, le but étant que le corrigé se veuille exhaustif. Ensuite, il faut être parfaitement conscient que sur des sujets qui étaient très larges en 1 heure, on attend de vous, évidemment, d'aller à l'essentiel. Et là aussi, je vous ferai une sélection dans les éléments retenus de ce qui me semble le plus important. Il y avait 3 questions. La première était la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Sujet institutionnel classique. Les sujets de concours, qu'il s'agisse d'officiers et de commissaires, ont l'habitude de présenter des autorités administratives indépendantes. Le deuxième sujet était sans doute le plus compliqué, le wokisme. Le plus compliqué parce que si c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui est quand même difficilement prévisible par des connaissances techniques. C'est pas un sujet juridique, c'est un sujet de sciences politiques. On verra qu'on pouvait tout à fait le traiter de manière conforme aux attentes du jury. Je rappelle, c'est 20 minutes quand même par sujet sur 1 heure. Et troisièmement, l'amende forfaitaire délictuelle. Ça, c'était un thème qui était très présent dans la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, adoptée début 2023. Sujet également qui touche à l'organisation institutionnelle du ministère de la Police, dont on attendait quand même des candidats un certain nombre de connaissances. On notera que les 3 questions n'étaient pas notées sur le même nombre de points, 5 points seulement pour la HATVP, 7 points pour le wokisme, 8 points pour l'amende forfaitaire délictuelle. De fait, on n'attendait pas des candidats qu'ils fassent une copie trop juridique sur la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Ça peut justifier le jour de l'épreuve que vous consacriez non pas 1/3 du temps, c'est-à-dire 20 minutes, à une question qui ne fait qu'un quart des points sur 15 minutes, mais c'était quand même un sujet relativement large. On va les traiter dans l'ordre. Donc déjà, la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'elle est apparue fin 2013. Alors fin 2013 par nomination de son responsable, début 2014 mise en place effective. En tout cas, c'était à la suite de la loi du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique. Vous pouviez rappeler que c'était suite à l'affaire Cahuzac, Jérôme Cahuzac, un ministre qui avait donc menti sur la détention d'avoirs à l'étranger. Je ne le mets pas ici, car le but sur une question qui est quand même un contenu quand même assez juridique, assez technique, c'est justement d'éviter que vous rentriez dans l'anecdote journalistique avec des noms de personnes ou des affaires spécifiques. En tout cas, ce que vous pouvez dire, c'est que cette idée d'avoir une transparence de la vie publique correspond à un mouvement ancien de déontologie et de transparence qui avait commencé 25 ans plus tôt en 1988 avec notamment une réforme du financement des partis politiques. Alors, quand j'ai un sujet de ce type, je commence par présenter les missions. Ensuite, vous verrez qu'on parlera de la composition, c'est-à-dire le collège de la haute autorité pour la transparence de la vie publique, et plus généralement de voir le statut, à savoir que c'est une autorité administrative indépendante qui, comme son nom l'indique, est donc une autorité, mais c'est dans son nom, indépendante avec des garanties d'indépendance. La mission, s'il fallait le résumer de la HATVP en quelques mots, c'est de promouvoir la probité et l'exemplarité des responsables publics. Cela passe par plusieurs missions. La première chose, ce sont les déclarations d'intérêt et de patrimoine de responsables publics. La haute autorité les reçoit, les contrôle, les publie, le cas échéant, en liaison avec l'administration fiscale. Qui sont les responsables concernés? Ce sont les membres du gouvernement, les parlementaires, y compris les parlementaires européens, les candidats à l'élection présidentielle, les membres des cabinets ministériels, les membres du cabinet du président de la République et des présidents des assemblées, mais aussi les dirigeants des principaux exécutifs locaux, certains hauts fonctionnaires responsables de haute autorité ou d'autres autorités, par exemple dans le domaine du sport. Alors, j'ai bien précisé responsables publics, ce ne sont pas forcément des fonctionnaires, l'exercice d'un mandat ne fait pas de vous un fonctionnaire, et cet aspect connaissance du patrimoine en début et en fin de mandat est probablement l'aspect qui est le plus connu de la haute autorité. Mais la haute autorité est aussi consultée lorsque les questions de déontologie se posent pour l'exercice de certaines fonctions. Donc ce peut être directement les intéressés ou les administrations ou les institutions qui vont rejoindre qui posent la question. Et dans ce cas-là, la haute autorité répond aux avis qui lui sont soumis. Elle peut formuler des propositions et des recommandations, notamment auprès du Premier ministre, mais également d'autres autorités.
Il est à noter que ces obligations déclaratives, si elles sont méconnues, donnent lieu à une information des autorités politiques concernées, mais aussi potentiellement du procureur de la République. L'article 40 du Code de procédure pénale, le CPP, impose à toute administration connaissant des crimes et délits dans le cadre de ses fonctions de les signaler à l'autorité judiciaire. Vous auriez pu ici citer un exemple, c'était en novembre 2022 la démission de Caroline Cayeux, qui était ministre chargée des collectivités locales, après une sous-déclaration, enfin une sous-évaluation de son patrimoine, tel qu'il était transmis par l'autorité, qui a aussi saisi le procureur de la République. En dehors de ces fonctions, qui sont les deux fonctions principales, à noter que la haute autorité tient aussi un répertoire numérique des représentants d'intérêts, qu'elle peut agréer certaines associations, l'objet statutaire est de lutter contre la corruption et le conflit d'intérêts, et enfin, elle participe à une coopération européenne et internationale avec des organismes analogues, je pense notamment au Réseau pour l'intégrité, dont elle est un des membres fondateurs depuis 2016. Ici, parmi ces missions, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'idée de transparence de la vie publique, la probité, l'exemplarité des responsables par déclaration d'intérêt de patrimoine, y compris par des sollicitations d'un certain nombre de responsables publics, ce sont les éléments essentiels. Le répertoire des représentants d'intérêt, le pouvoir d'agrément ou les aspects européens et internationaux étaient davantage secondaires s'il fallait hiérarchiser les informations attendues. La haute autorité est composée d'un collège, également de services, mais c'est son collège qui nous intéresse. Il a à sa tête un président qui est nommé par décret du président de la République, vous pouvez dire nommé par le président de la République. Si vous pouvez dire de qui il s'agit, c'est encore mieux. C'est Didier Migaud, l'ancien premier président de la Cour des comptes, qui a succédé à Jean-Louis Nadal en janvier 2020. Il y a par ailleurs 12 membres qui sont désignés à raison de 2 par chacune des institutions suivantes. On retrouve à la fois 3 administrations qui désignent un certain nombre de membres des autorités administratives indépendantes, Conseil d'État, Cour de cassation, Cour des comptes, donc les 2 hautes plus juridictions administratives et judiciaires, et la Cour des comptes pour la juridiction financière. Et enfin, 3 autorités. Pour l'exécutif, le gouvernement, le président ne nomme pas d'autres membres que le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Dans certains cas, ce sont des élections, je pense aux membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, d'autres cas, ce sont des nominations. Je ne suis pas rentré dans ce degré de détail compte tenu du temps qui est imparti dans ce type de copie. Évidemment, si vous le savez, si vous pouvez l'écrire, ne vous en privez pas, mais ceci doit compenser, par exemple, des manques de connaissances sur d'autres points, par exemple, les personnes publiques qui doivent déclarer leur patrimoine. La haute autorité est une autorité administrative indépendante qui dispose donc, comme son nom l'indique, de garanties d'indépendance, déjà par les membres du collège. Ils sont nommés pour un mandat de 6 ans, ils ne sont ni renouvelables ni révocables, ils ne peuvent pas recevoir ou solliciter d'ordre de consigne d'instruction de la part d'aucune autorité. Enfin, ils sont tenus d'une obligation de discrétion et d'impartialité, ce qui impose notamment un déport sur des affaires dont ils auraient eu à connaître. Cela se traduit aussi, cette indépendance, dans l'organisation des services de la haute autorité, qui jouit d'une autonomie. Ces ressources sont fixées en loi de finances, qu'il s'agisse des ressources budgétaires à proprement pas parler ou du plafond d'emploi. Ces ressources étant en 2023 d'un peu moins de 10 millions d'euros, 9,6 millions pour être précis, et les effectifs étaient de 70 agents équivalents temps plein, donc avec des possibilités de temps partiel. On notera que nonobstant cette autonomie, notamment vis-à-vis de l'exécutif, il y a un contrôle qui peut être exercé par le Parlement et par la Cour des comptes. Voilà ce qui peut être dit pour la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Le wokisme, alors là c'est une question d'actualité. Je vous rappellerai qu'un des points, une des règles cruciales, vous éviterez absolument un ton polémique. Déjà dans le ton, wokisme, le fait même qu'on puisse parler de wokisme avec le isme qui est la formulation des idéologies, et nous sommes dans une phase post-idéologie où les idéologies sont critiquées, on sent déjà dans le terme wokisme qu'il y a donc un contenu critique. De fait, si un certain nombre de militants ont pu se réclamer, se revendiquer de la pensée woke, ce n'est plus le cas aujourd'hui, et le terme woke sert plutôt par antithèse, par critique, un peu comme l'était avant le terme gauchisme. Donc aujourd'hui, les critiques du wokisme sont plutôt classées à droite, mais ne vous y limitez pas. Les tenants d'une laïcité dite offensive, qui va défendre les principes républicains, se retrouvent aussi dans les critiques du wokisme. Enfin, le terme même de woke a fini par être critiqué par un certain nombre de militants woke qui ont aussi une récupération, notamment par le capitalisme, un concept fourre-tout. Je vous propose déjà d'avoir une généalogie du terme. La généalogie du terme, ça va être sa racine anglaise. Le verbe, c'est le participe passé du verbe to wake, s'éveiller. Ce sont des militants qui sont conscients des différentes formes d'inégalité, inégalité raciale, sociale, mais aussi religieuse, la condition féminine, l'appartenance à certaines minorités, LGBT+, ou encore handicap.
L'accent mis par ces militants porte sur la lutte contre différentes formes de discrimination, selon une approche des luttes intersectionnelles, c'est-à-dire que la lutte pour les droits des femmes n'est pas indépendante de la lutte, par exemple, contre les inégalités sociales ou contre les discriminations raciales. C'est-à-dire que ces luttes, un peu comme des droites qui ont des sections, si vous tracez différentes droites, vont se recouper, il y a donc un recoupement de ces différentes luttes. Si on cherche maintenant son origine, alors il y a des origines plus anciennes qui parlent de l'anticolonialisme au XIXe siècle. En tout cas, ce qui est certain, et selon la plupart des auteurs, notamment je pense à l'actuel ministre de l'Éducation Papendiaï, le terme est apparu de manière certaine aux États-Unis dans les années 60 parmi les militants noirs antiracistes, notamment lors d'un discours dans l'Ohio à l'université Oberlin en juin 1965 du défenseur des droits civiques Martin Luther King, qui exhortait les jeunes Américains à rester éveillés, c'est-à-dire éveillés au sens de conscience. Ce terme va connaître un nouvel essor, notamment via les réseaux sociaux après les émeutes de Ferguson en 2014, donc une critique contre les violences policières avec également un contenu racial, à savoir que la victime était un jeune noir tué par un policier blanc. Là aussi, si vous pouvez donner des détails, le nom de la victime, le nom du policier, évidemment, je vous invite à le faire, car plus vous présenterez la copie de manière technique, de manière neutre, avec des éléments précis, en évitant le débat et une certaine forme de neutralité, mieux ce sera effectivement valorisé. On peut dire que, puisque je parlais d'une lutte intersectionnelle, c'est donc l'intersectionnalité des luttes antiracistes, féministes, mais aussi pour le climat, et on peut rattacher un certain nombre de débats, par exemple celui sur l'écriture inclusive. Alors, évidemment, comme la question n'est pas la pensée woke, mais le wokisme, on attend de vous une dénonciation du wokisme. Vous pouvez rappeler que c'était un des thèmes de l'élection présidentielle 2022. Je ne citerai pas le candidat Éric Zemmour, parce qu'il faut absolument éviter une prise de position. Citer un candidat plutôt qu'un autre, c'est déjà d'une certaine manière une prise de position, avec une focalisation. Par contre, vous pouvez parler du débat politique. Jean-Michel Blanquer, étant le ministre de l'Éducation, a dénoncé effectivement, selon lui, ce qui relevait d'une pensée woke dans son champ de compétences, l'éducation nationale. Le terme, toutefois, apparaît fourre-tout pour critiquer des idéologies classées à gauche. En tout cas, le point commun de ces critiques, c'est que ceux qui sont présentés comme woke ou qui ont pu être présentés comme autres remettent en cause l'universalisme républicain avec une démarche qui tend à la censure, à l'intolérance, c'est la cancel culture, et qui finalement, sous des dehors de démocratie, tend à un nouveau totalitarisme. Les dénonciateurs du wokisme dénoncent les woke comme étant les porteurs d'une pureté idéologique qui tend à l'exclusion d'autrui. On retrouve l'idée d'un champ d'idées qui serait extérieur à l'universalisme républicain. Enfin, ce thème a connu une certaine actualité, puisque la recherche en sciences humaines, il y a eu une question de savoir si effectivement les idées woke jouent un certain rôle. C'était un observatoire qui avait mis en place Jean-Michel Blanquer, mais Emmanuel Macron lui aussi dénonçait une approche des sciences sociales importée selon lui des États-Unis, donc contraire à l'universalisme français républicain. Donc vous voyez, par les thèmes que j'utilise, selon lui, l'usage du conditionnel, présentant, selon les détracteurs, il est bien important, y compris dans votre formulation, dans vos termes, que vous évitiez toute prise de position en gardant la plus grande neutralité. L'amende forfaitaire délictuelle correspond à une procédure récente, introduite en 2016 dans le Code de procédure pénale, c'était à l'époque sur les contraventions routières, mais qui a donné lieu à des débats dans le cadre de la discussion de la loi du 24 juin 2013 d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Si vous ne connaissez pas la date de cette loi, pas de problème. Par contre, l'idée de pouvoir avoir une contextualisation et montrer en quoi le sujet est un sujet d'actualité fait partie d'une orientation que je vous encourage à faire, d'autant plus que si vous avez suivi l'actualité, vu que le ministère de l'Intérieur pose un certain nombre de questions, connaître la LOPMI est un sujet qui est important. En effet, dans le cadre de ce projet de loi, il prévoit sa généralisation pour tous les délits dits mineurs, les délits mineurs étant ceux qui sont punis d'une peine de contravention ou d'une peine maximum d'1 an de prison. Toutefois, le texte adopté a seulement étendu le champ de l'amende forfaitaire délictuelle, et c'est justement cette contradiction entre le texte soumis et le texte adopté qui peut offrir un axe d'orientation pour traiter le sujet. Alors, la procédure. Dans le cas d'amende forfaitaire délictuelle, il s'agit d'une sanction pénale qui est prononcée par un agent de police, un gendarme ou un agent public habilité. Cet agent constate une infraction et va soumettre à la personne mise en cause le paiement d'une amende, l'amende forfaitaire délictuelle, dont le montant est variable selon la gravité de l'infraction, qui permettra d'éviter des poursuites judiciaires à un procès, c'est-à-dire le classement sans suite du dossier.
Toutefois, si la personne mise en cause ne paie pas dans les délais, l'amende va être majorée, et si l'amende majorée n'est pas payée, ensuite peuvent s'engager des poursuites judiciaires. La procédure est toutefois encadrée, il ne peut pas y avoir d'amende forfaitaire délictuelle quand les auteurs des infractions sont mineurs, quand il y a une situation de récidive ou quand, dans le cas de plusieurs infractions commises simultanément, l'une ne peut pas faire l'objet d'une amende. L'amende forfaitaire délictuelle jusqu'à l'adoption de la LOPMI avait un champ qui au début était limité aux contraventions routières, c'est fin 2016, avant d'être étendu à d'autres contraventions et même des délits, notamment l'occupation illicite de terrains publics ou privés, l'usage du stupéfiant ou encore l'occupation de halls d'immeubles, en gros une dizaine de situations aboutissant soit à des contraventions, soit à des délits. La loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur a étendu le champ de l'amende forfaitaire délictuelle tout en écartant sa généralisation. Il peut être utile ici de voir pourquoi la généralisation a été écartée. La Commission nationale consultative des droits de l'homme a fait remarquer que dans ce type de procédure, les justiciables sont privés des garanties de la procédure judiciaire, puisque ce n'est plus un juge qui va prononcer la mesure, mais l'autorité de police ou de gendarmerie, ou dans certains cas, un agent public habilité. Selon la Commission nationale consultative des droits de l'homme, dont le rôle n'est que consultatif, mais qui peut servir de référence sur un tel sujet, le risque était celui d'un arbitraire en cas de généralisation, et notamment qu'un certain nombre de personnes peu au fait des procédures se retrouvent dans une situation à devoir finalement accepter le paiement d'une amende dont les conditions et le bien fondé pourraient être critiques. Il y a une autre critique qui était d'ordre technique, qui est le fait que ce type d'amende suppose, pour être déployé, de pouvoir recourir au procès-verbal électronique. Un certain nombre de difficultés liées à ce déploiement techniquement empêchaient, ont été aussi perçues comme une critique contre la généralisation, mais il est évident que vous allez déjà mettre en avant les critiques de fond en termes de droits de l'homme, de procédure, et pas les critiques techniques, puisque la technique s'adapte au droit. Les solutions retenues sont d'étendre l'amende forfaitaire délictuelle à d'autres infractions. Je vous donne une liste qui est non exhaustive. Dans le cas d'une épreuve, si vous pouvez en citer quelques-uns, c'est bien. Alors la vente au déballage, la vente à la sauvette, la filouterie, la destruction volontaire ou la dégradation, la détention d'un chien dangereux, l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire, certains délits de chasse, certains délits relatifs au port d'armes de catégorie D, donc les armes les moins en vente libre, les infractions au code des transports, dont l'exercice illégal de l'activité d'expression en taxi ou de VTC, et l'entrave à la circulation. À noter qu'outre son extension à d'autres champs, la loi a prévu, pour préserver les droits de la victime lésée, la possibilité de demander au procureur de la République de citer l'auteur des faits à une audience. Ce sera donc une audience devant le tribunal, donc même s'il n'y a pas d'éléments judiciaires. Je rappelle toutefois que c'est quand même une infraction qui est inscrite au casier judiciaire. Il peut y avoir des suites. Si la victime lésée, c'est-à-dire une personne tierce est lésée, elle peut demander au procureur de se constituer partie civile. C'est alors une procédure de jugement unique et le jugement ne portera que sur les intérêts civils. Là aussi, c'est pour essayer de garantir, non plus tant cette fois-ci les droits de la personne mise en cause, mais de la personne lésée. Je vous avais par ailleurs signalé que la question se posait de l'articulation avec l'autorité judiciaire. C'est précisément ce que s'efforce de faire une circulaire du ministère de la Justice du 3 février 2023, qui demande qu'avant le déploiement de l'amende forfaitaire délictuelle dans de nouveaux champs, soient prises en compte les orientations des procureurs de politique pénale des procureurs, donc orientations qui sont définies à la fois sur un champ national et ensuite sur un champ local. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet, un sujet qui était fortement juridique, mais qui pouvait être traité si vous suiviez l'actualité, je pense à l'amende forfaitaire délictuelle. Un sujet qui, lui, était davantage du champ, j'ai envie de dire, juridique, institutionnel, avec une des nouvelles hautes autorités, mais compte tenu des sujets posés les autres années, le CSA devenu l'ARCOM, le médiateur de la République devenu le défenseur des droits, je dirais que ce n'était pas une grande surprise. Et d'ailleurs, l'angle qui est présenté pour la haute autorité pour la transparence de la vie publique, certes, comporte des éléments juridiques. C'est une autorité administrative indépendante qui a la commission de son collège, comment sont-ils nommés, mais qui, à mon sens, ne nécessite pas de connaissances spécifiques. Et on fait un sujet qui, lui, était lié à l'actualité. On a vu par le passé, je parle d'officiers ou de commissaires, là, par exemple, les marches contre le climat, cette fois-ci le wokisme. Sujet que je traite plus brièvement en termes de contenu et de longueur, mais qui, évidemment, devait être traité de manière exhaustive et en tout cas en évitant tout ton polémique.
Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette épreuve qui, par rapport au sujet d'officier, présentait moins de surprises et c'est quelque chose qu'on a vu plusieurs fois, c'est-à-dire des sujets de commissaire de police qui sont quasiment plus techniques et qui vont demander presque plus de connaissances approfondies pour officier que pour commissaire de police. Beaucoup des candidats passant les deux, et d'ailleurs les deux épreuves se ressemblant dans leur structure, ce n'est évidemment qu'un encouragement de plus à passer pour ceux qui ne sont pas déjà officiers de police, les deux concours. Voilà ce que je pouvais vous dire, je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Au revoir.